L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique, vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir je reçois Damien Adam, député de la première circonscription de Seine-Maritime, membre de la commission des affaires économiques. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Damien Adam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Orléans, vous allez prendre 29 ans à la fin du mois de juin. Vous êtes diplômé de l'école de commerce, ce qu'on pourrait appeler un ancien chef de produit du Crédit Agricole. Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche sur la mission économie du projet de loi de finances 2018. On va tenter de dresser votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Rebonsoir, monsieur Adam. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un aussi jeune député que vous êtes aussi jeune Rouennais. Épaulé par quelques élus locaux à l'époque de gauche et de droite, vous avez battu, rappelons-le, l'une des figures locales, Valérie Fourniron, sur la première circonscription. Qu'est-ce qu'il reste de cette joute électorale qui a été sans doute forte en tension, en émotion? Est-ce que c'est déjà derrière vous? Est-ce qu'on a déjà tourné la page? Ah bien sûr, c'était il y a un an, dans quelques jours, que j'ai été élu député. Donc évidemment, cette campagne électorale qui était extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante, extrêmement prenante, elle est derrière moi. Maintenant, je suis avec mes collègues députés dans l'action, dans la transformation de notre pays pour faire en sorte que notre économie s'améliore, que la situation financière de nos concitoyens s'améliore, que la situation internationale également s'améliore, que la vie au quotidien des Français puisse s'améliorer. Ça a été violent ou pas? Ça a été violent, non, je dirais pas ça. Ça a été, c'était une découverte, c'était une première pour moi, donc j'aurai peut-être l'occasion dans de futurs combats électoraux de mieux juger cette campagne des législatives 2017. Mais il y a eu parfois de certaines personnes des propos qui n'étaient pas forcément à la hauteur du débat, mais au total, je trouvais que c'était quand même de bonne tenue. D'accord. En 2020, ça va me permettre en tout cas de devancer une question que d'habitude je pose en clôture de débat. Rouen occupera une place à part, c'est ce que la presse locale, régionale, voire nationale souligne. Le maire sortant, Yvon Robert, ne va pas se représenter, alors que l'échéance peut sembler lointaine pour certains. C'est dans 20 mois, ça va venir vite, une vingtaine de mois. À l'échelle du temps politique, c'est donc assez rapide. D'autant qu'à Rouen, dit-on, tout reste à organiser. C'était notamment le discours de Marine Caron il n'y a pas si longtemps sur notre plateau, à droite comme au centre et à gauche, tout est à refaire. Pour vous, c'est y penser mais ne pas en parler, ou alors c'est encore trop tôt? Je pense qu'il y a beaucoup d'élus locaux, beaucoup de personnes de la société civile qui y pensent et qui veulent construire un projet collectif pour que cette métropole rouennaise, qui est la métropole de la région Normandie, qui est la capitale de la région Normandie, puisse avoir une autre ambition que ce qu'elle a aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il y a des initiatives qui sont lancées par-ci par-là et qui permettront de construire des projets, des réflexions, et qu'on puisse réfléchir ensemble à ce que doit être le projet pour notre métropole. Vous êtes dans la projection d'un projet, on va dire, collectif. Est-ce que la projection sur un projet individuel, pour ne pas en tout cas vous placer dans le fauteuil du maire tout de suite, est-ce que c'est quelque chose qui vous amuse, qu'on parle à votre place? Qu'on parle de moi? Ouais. Je crois qu'il n'y a pas tellement de personnes qui parlent de moi comme candidat pour la municipale 2020. Donc moi, la question ne se pose pas vraiment. Je suis engagé... Pour le moment? Oui, pas pour le moment évidemment, mais dans la transformation du pays, dans les lois que nous devons voter pour transformer ce pays. Moi, je me suis engagé sur un programme présidentiel du président de la République, alors candidat, avec un certain nombre de propositions. La plupart des chantiers sont déjà lancés. Certains sont même déjà votés et nous aurons encore des mois et des mois pour mettre en place l'intégralité du projet. Donc déjà, nous devons donner la priorité à ce projet pour transformer la France avant de s'intéresser à la transformation de la collectivité qui s'appelle la métropole de Rouen. Vous, le fils de cheminot, en tant que rapporteur pour avis sur le projet de loi, vous avez organisé une réunion d'information qui concernait la réforme ferroviaire voulue par le gouvernement. C'était à la mairie annexe Pasteur face à une assemblée un peu chahuteuse. Certains, pas tout le monde. Ouais, faut être un peu maso pour partir au carton comme ça, ou vous aimez la pédagogie de confrontation? Mais ça me semblait important, si vous voulez, parce que quand on entend les gens parler de la réforme ferroviaire, que ce soit des citoyens, des usagers ou même des cheminots, on parle de beaucoup de choses, sauf parfois de la réforme. On parle des petites lignes qui ne sont pas dans la réforme. On parle de la privatisation, dont on a annoncé qu'elle ne serait pas dans ce projet de loi. On parle de tout un tas de sujets qui ne sont pas exactement dans la réforme. Donc ça me semblait important d'expliquer, de répondre aux questions de la salle sur cette réforme ferroviaire. C'était une réunion où on était 70 à 80 personnes.
qui était très intéressante. Il y avait effectivement des personnes qui étaient revendicatives, qui étaient je l'ai appris après, des personnes de Sudrail qui posaient des questions et qui même se sont pas forcément ont été bien reçus par le public parce qu'ils arrêtaient pas de me couper la parole ou de sortir des phrases pour me déstabiliser, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et ça a heurté une grande partie de l'assistance qui était vraiment venue là pour comprendre la réforme et pour poser des questions. Et donc ça s'est très bien passé et je pense que les gens sont ressortis avec beaucoup plus d'informations et j'imagine beaucoup plus d'apaisement sur ce projet de loi ferroviaire qui il va plutôt bien se passer, si ce n'est effectivement quelques cheminots qui ont du mal à comprendre que le monde a changé et que la SNCF, si elle veut être un service public efficace, qui répond bien aux problématiques de transport du quotidien des Français, doit se transformer. Une ouverture à la concurrence, donc ça c'est quasiment inéluctable. Est-ce que la SNCF... Et c'est même souhaitable. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Une loi, je crois, qui a été portée entre autres par le sénateur de l'Eure, Hervé Moret. Est-ce que la SNCF, par contre, sera privatisée ? Bien non. Ça, c'est une question du grand public. Dans le projet de loi ferroviaire que nous avons voté à l'Assemblée et au Sénat, il est inscrit noir sur blanc que le capital de l'entreprise SNCF est possédé à 100% par l'État français. Ce qui veut dire que si un gouvernement, un jour, voulait privatiser tout ou partie de la SNCF, on devrait passer par un projet de loi pour changer cette phrase. D'accord. Nous avons annoncé, nous, République En Marche, que nous ne privatiserons pas la SNCF. Si les gens... des Républicains, du Front National, voire même, pourquoi pas, soyons fous, du Parti Socialiste, puisque finalement, ils étaient pour une réforme en 2014, là, ils sont cons, donc on ne sait pas tellement ce qu'ils peuvent penser. S'ils ont l'ambition de privatiser la SNCF, ce qui n'est pas notre cas, ils devront passer par la loi et nous serons là pour leur dire « nous ne sommes pas d'accord ». Est-ce qu'on privatise la dette, par contre ? Non, on ne privatise pas la dette. L'État va prendre une partie. Ce qui est sûr, aujourd'hui, la dette de la SNCF, c'est à peu près 50 milliards d'euros qui sont sous la marque SNCF. Ce que l'État propose, c'est de récupérer cette dette à sa charge. Et donc, du coup, ce sera à la charge des contribuables de la rembourser. Sachant qu'une grande partie de cette dette, elle a été constituée par les créations d'investissements pour faire des lignes TGV, notamment le Paris-Rennes, le Paris-Bordeaux, etc. Donc, c'est normal que ce soit l'État qui reprenne cette dette. Mais, ce qui est indispensable, c'est qu'on n'augmentera pas les impôts pour rembourser cette dette. Par contre, il faut qu'en même temps, la SNCF mette en place une transformation de son modèle pour ne pas que la dette puisse augmenter dans les années qui viennent. Aujourd'hui, la dette, c'est 50 milliards d'euros, mais chaque année, la dette augmente de 3 milliards d'euros. 1,5 milliard par les intérêts de la dette, des 50 milliards de dettes précédentes, et 1,5 milliard d'euros parce que entre les charges de l'entreprise et les bénéfices de l'entreprise, les recettes de l'entreprise, il y a un trou chaque année de 1,5 milliard. Il n'y a aucune entreprise au monde qui peut survivre en ayant chaque année 1,5 milliard de déficit. Et donc il faut absolument, et c'est tout l'objet de cette réforme, qu'on arrive à une SNCF équilibrée et donc on ne puisse pas recréer cette dette même si l'État la reprend. C'est un dossier que vous maîtrisez bien, tout ce qui concerne le rail. On en parle depuis près de 20 ans. Est-ce qu'on en parlera encore dans 20 ans, la ligne nouvelle Paris-Normandie ? Alors écoutez, là-dessus, il y a des éléments qui seront clarifiés à la fin du premier semestre 2018, puisque on a mené en fin d'année 2017 des assises de la mobilité qui ont permis de dégager les priorités en termes d'infrastructure pour le pays. Plus sur Mantes-la-Jolie que sur la région normande pour le moment. Alors, depuis le début, il est annoncé dans ce projet, et c'était bien avant que je sois député, que ce projet se ferait par phase. Donc, il y a évidemment la partie la plus compliquée qui est aujourd'hui la partie Mantes-la-Jolie, parce que quand les trains normands arrivent en région parisienne, ils sont en conflit avec d'autres trains, donc il faut qu'on puisse avoir le saut de mouton qui permet que les trains arrivent au sud et ils doivent aller sur les quais de Saint-Lazare au nord, donc il faut avoir un saut de mouton qui se fait bien plus en amont qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça se fait très peu de temps avant d'arriver à Saint-Lazare. Demain, avec les investissements, ça se fera bien plus tôt. Et donc, on aura moins de problèmes de retard, de trains ralentis parce qu'il faut se greffer dans le service parisien. Et donc, ça, c'est la priorité. C'est d'ici 2024. Et après, il y aura différentes phases qui permettront en 2030 d'avoir un trajet Paris-Rouen qui sera à moins d'1 heure et un trajet Paris-Le Havre qui sera à 1h30 à horizon 2045 si on suit les investissements qui seront validés encore une fois à la fin du mois de juin. On saura ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2030, et moi c'est ce pourquoi je me bats, nous devons avoir une grande partie de cette ligne nouvelle Paris-Normandie pour la partie Haute-Normandie qui sera faite avec la nouvelle gare à Rouen et le trajet de moins d'1 heure entre Paris et Rouen. D'accord, donc ça c'est dans 1, voire 2, voire 3 quinquennats. C'est 2030. Donc ce sera ce quinquennat se termine, il y en aura encore un autre et puis ce sera au cours du celui d'après. Un autre dossier, vos collègues députés En Marche, Annie Vidal et Marie-Tamarel Verreg, sont les deux seuls élus de l'ancienne Haute-Normandie à avoir choisi l'abstention
sur le texte Asile et immigration. C'était adopté il y a quelques jours à l'Assemblée. Plusieurs députés de votre famille se sont abstenus sur ce texte. Vous, pour diverses raisons, vous ne l'avez pas voté. Est-ce que vous comprenez que même dans votre majorité, il y a eu quelques hésitations sur ce texte qui a été assez délicat? C'est pas un texte qui a été assez délicat, c'est un texte qui a suscité du débat, où chacun a pu mettre en avant sa position. C'est ce que vous prenez et moi, dans ça me votre fait famille, rire. Moi, excusez-moi, ça me fait rire. Parce que quand j'ai été élu député, on nous disait « Ah, vous serez des députés godillots, Voilà. vous serez le doigt sur la braguette, toujours en train de voter oui, parce que le gouvernement vous dira oui. » Alors là, on laisse la liberté, comme dans tous les votes, à chaque député de choisir en âme et conscience s'il vote pour, s'il vote contre ou s'il s'abstient. Et donc là, on passe de godillot à frondeur. Il y a un moment, non, on est simplement des députés qui agissent en responsabilité. Si certaines personnes pensent que voter pour est bien, c'est très bien. Si certaines estiment qu'il faut s'abstenir, c'est très bien. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que ce projet de loi, entre la vision de gouvernement initialement et ce qui a été voté, il y a eu de nombreuses avancées qui ont été permises par les parlementaires. Et malheureusement, parce qu'on parle des abstentionnistes ou de la personne qui a voté contre, on ne parle pas de ces avancées, alors que je pense que c'est ça l'intérêt, c'est ça l'essentiel, c'est de parler du fond du dossier et des avancées que les parlementaires ont permis. Alors pour aller au plus simple, ou peut-être au plus simpliste, vous allez me le dire, le projet de loi Asile et Migration, ça propose de doubler la durée, entre guillemets, d'enfermement des étrangers dans les centres de rétention administrative. Chez nous, quand on regarde Wassel, par exemple, oui. On est un peu plus près de la prison qu'un centre de rétention. Alors vous avez visité Wassel, vous? J'ai visité Wassel, effectivement, comme un certain nombre de parlementaires de l'opposition et de la majorité. Ce qui est sûr, il faut bien préciser le débat. Une personne fait une demande de droit d'asile. Sa demande est rebootée. Et voilà, cette demande est refusée parce qu'on estime que sa situation ne nécessite pas un droit d'asile. Donc cette personne a vocation à rentrer dans son territoire d'origine. Pour cela, on peut la mettre, dans certains cas, dans un centre de rétention administratif. Ça dure quelques jours, juste le temps que la procédure administrative avec le pays de retour puisse se faire. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est 45 jours maximum. Mais dans la plupart des cas, c'est moins d'une dizaine de jours où les personnes restent dans des centres de rétention administrative. Vous comprendrez bien qu'évidemment, c'est pas les clubs med, c'est pas les parties les plus agréables. Et moi, quand j'ai visité le centre de rétention de Wassel, effectivement, il y a un certain nombre de problématiques que j'ai identifiées et que j'ai demandé au ministère de l'Intérieur de faire des modifications, notamment en termes de chauffage. Il y a une grosse problématique de déperdition de chaleur et de manque de chauffage dans la plupart des locaux. Dans le confort, mais ces personnes, si vous voulez, à partir du moment où on a estimé qu'elles n'avaient pas vocation à rester dans notre pays, il faut évidemment les raccompagner à la frontière et les raccompagner dans leur pays d'origine. C'est normal. Nous avons vocation à accueillir toutes les personnes qui sont en danger. Mais toutes les personnes qui ne le sont pas, nous n'avons pas les capacités de pouvoir les accueillir dans notre pays, donc il faut les renvoyer chez elles, dans un maximum d'humanité. Et évidemment, à travers ce retour chez eux, c'est aussi l'image de la France qui ressort. Donc on a besoin de le faire dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça qu'il y a ce projet de loi qui a été voté pour permettre d'accueillir mieux les personnes qu'on accueille, avec beaucoup plus d'intégration, beaucoup plus d'apprentissage du français, mais également beaucoup plus de reconduite à la frontière, parce que jusqu'à maintenant, ça fait 20 ans qu'on a les règles qui sont mises en place, mais on avait très peu de reconduite à la frontière, alors qu'il faut augmenter ces reconduites. D'accord. Damien, alors vous ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Damien Adam est notre invité ce soir, député de la première circonscription de Seine-Maritime sur le secteur de Rouen. Entre autres, le président de la République était justement chez vous, à Rouen, le mois dernier. Emmanuel Macron a profité de cette visite pour rencontrer une vingtaine d'élus de tous bords, étudier quelques dossiers locaux et régionaux. 1h30 d'échange, des dossiers représentés entre autres par Yvon Robert, Pascal Martin, Hervé Morin et Frédéric Sanchez. Ça a dû être assez important pour qu'on y prenne autant de temps. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce qui s'est dit ? Alors oui, si vous voulez... Il n'y a pas de secret Non, il n'y a pas de secret. On a parlé des différents projets locaux, que ce soit le contournement Est de Rouen, la ligne Nouvelle Paris-Normandie, la question des ports. On a parlé également de la problématique de la désertification médicale, avec notamment la problématique que nous n'avons pas dans la région Normandie de faculté de dentistes. Et moi, depuis mon premier jour de mandat, c'est un combat que j'essaye de porter à Paris, et je rencontrerai dans les prochaines semaines la ministre de l'Enseignement supérieur pour justement avancer sur ce dossier. Donc voici les différentes thématiques qu'on a abordées. On a aussi évoqué les dotations, où le président de la République a rappelé que les dotations, pour la première fois depuis 7 ans, n'ont pas baissé, puisqu'elles avaient baissé
autant sous Nicolas Sarkozy que sous François Hollande, et elles n'ont pas baissé depuis le 1er janvier 2018. Les mêmes sommes en 2018 qu'en 2017 au niveau national, avec toujours la même logique de répartition entre les communes. Il y a des communes qui gagnent, il y a des communes qui perdent en fonction de l'évolution du nombre d'habitants. Donc voilà en gros les sujets qu'on a évoqués avec le président de la République, mais rien de très surprenant. Le contournement est de Rouen, justement, ça sera officialisé au mois de juin, je crois. Comme le financement de la LNPN. Oui. Voilà, réalisation horizon 2022, disent les plus optimistes. C'est un sujet classé ? C'est pas un sujet classé, c'est un sujet qui, je vous le rappelle, est dans l'air depuis 40 ans. Oui. Mais pour la première fois depuis 40 ans, je pense que cette année, nous allons finalement valider ce projet, et ce projet va enfin avoir une date de fin de travaux qui sera pour 2022-2023. On en saura un peu plus d'ici la fin du mois de juin. Mais voilà, enfin, dans cette métropole de Rouen, les choses ont avancé avec la mise en place de ce contournement Est. Un autre thème qui a été abordé, qui est de la compétence du président Pascal Martin, c'est celui des mineurs non accompagnés. Oui. Des mesures seront prochainement dévoilées avec des financements repris par l'État et les départements qui continueront à traiter ce dossier. Sujet important également pour le département Seine-Maritime. Mmh. Bien sûr. Pas que. C'est un sujet pour tous les départements, notamment les départements qui sont en frontière immédiate avec d'autres pays. Et la Seine-Maritime fait partie des départements où il y a eu une augmentation massive du nombre de mineurs non accompagnés. Qu'est-ce qu'on appelle un mineur non accompagné ? Un enfant de 13 ans qui traîne dans les rues ? Tous les enfants mineurs, en fait, qui sont étrangers, qui sont accueillis dans notre pays. Mineurs étrangers ? Voilà, c'est ça, les mineurs non accompagnés, ce sont des mineurs étrangers qui ne sont donc du coup non accompagnés d'un majeur avec eux. Et si vous voulez, il y a des conventions internationales qui font que les mineurs non accompagnés ne sont pas traités de la même manière que les adultes. Il y a un traitement spécifique et notamment un accompagnement, une scolarisation. Et donc c'est pour ça que c'est les départements qui ont en gestion ce point-là. Et le nombre de mineurs non accompagnés a augmenté de manière substantielle ces dernières années, ce qui fait que les départements n'avaient pas forcément les moyens de bien les accompagner. Donc l'État a annoncé qu'il allait reprendre en partie les dépenses liées à ces mineurs non accompagnés pour subvenir à cette problématique-là. Le président a été hostile, peut-être un grand mot, à une proposition d'Hervé Morin d'ouvrir à la concurrence les infrastructures ferroviaire, oui. Ce qu'on pourrait appeler la régionalisation des ports du Havre et de Rouen. Un avis là-dessus, puisqu'Hervé Morin y tenait. Alors sur la privatisation du réseau, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, et il y a eu tout de suite après d'énormes problématiques de sécurité. Donc c'est pas du tout la bonne voie. Si on veut avoir un service public assuré et un réseau ferroviaire efficace, il ne faut pas privatiser le réseau. On peut privatiser SNCF Mobilité, tout ce qui est vente de billets et les trains qui circulent, mais pas le réseau. Le réseau, ça a besoin d'être national. Pour les ports, c'est pareil, ça doit être national. On a AROPA, le port de Paris, de Rouen et du Havre, avec le port du Havre qui est notre principal port, la porte d'entrée de Paris et de la France. Donc c'est un sujet important. Moi, je pense que l'État doit garder la gestion des ports d'intérêt nationaux, que ce soit le port de Rouen, le port du Havre, le port de Dunkerque, etc. Et si on le laisse à la région, l'envergure ne sera pas la même. Par contre, il faut que l'État s'engage et fasse des investissements. Et c'est tout ce qui doit se jouer aujourd'hui. Donc je pense que Hervé Morin, en mettant en avant la régionalisation, je pense qu'il sait très bien que c'est pas ce qu'il faut faire et que c'est pas la bonne voie. Mais c'est une manière pour lui d'essayer de faire pression pour faire en sorte qu'on augmente les moyens sur les ports. Je trouve que c'est pas forcément la bonne manière. On ferait mieux d'être complètement sincère et de dire dès le début, il faut que l'État mette des moyens dans les ports. Et moi, c'est ce sur quoi je me bats à Paris auprès du ministère des Transports et du Premier ministre pour qu'effectivement, on puisse investir beaucoup plus dans les ports qu'aujourd'hui, qu'on puisse revoir la tarification. Parce qu'aujourd'hui, 96% des marchandises qui arrivent au Havre sont transportés un peu partout en France par camion, alors qu'on pourrait utiliser le ferroviaire ou le fluvial. Donc il y a un moment, il faut juste poser la bonne question. Si on veut rentrer dans une société plus écologique, il faut aller vers le fluvial et le ferroviaire. Et en parlant de l'aéroport, que devient Rouen, enfin Beauce ? Est-ce que c'est voué maintenant à être un aéroport de 2e ou 3e catégorie ? Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, on avait pu penser qu'on pouvait faire 100. Et que force a été de constater que c'était pas possible, qu'il y avait un intérêt à maintenir cet aéroport pour toutes les problématiques médicales, et que d'un point de vue économique, on avait aussi besoin d'avoir un aéroport localement pour toute la partie business. Et donc c'est de ça qu'a été créée cette volonté de la CCI de relancer l'aéroport de Beauce, qui, si vous voulez, est en pleine croissance. Il vise plus de 100 000 passagers par an d'ici quelques années. Ça va augmenter substantiellement, sachant que je voudrais quand même rappeler qu'initialement, l'aéroport
la piste n'est pas assez longue pour accueillir des avions classiques. Ça a été une volonté politique à l'époque de ne pas avoir une piste suffisamment longue. Donc du coup, aujourd'hui, maintenant, il va falloir qu'on fasse des investissements très importants d'ici quelques années. On a agrandi celle de Deauville, par contre. Oui, mais après, ça, c'était les guerres peu intestines. Mais là, moi, je suis très content de la volonté de la région Normandie de créer un collectif des aéroports normands, Deauville, Caen et Rouen notamment, pour qu'on puisse répartir la charge de travail et qu'on puisse faire en sorte que chaque aéroport puisse avoir des liaisons nationales et internationales en fonction des besoins types des territoires concernés. Un sujet également abordé par les services de l'État, on l'a survolé tout à l'heure, une proposition qui émane de vos services, c'est une faculté de dentaire à Rouen. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi ? C'est simple, quand vous demandez à l'ARS quels sont les médecins qui manquent le plus dans notre région Normandie, il y a les kinésithérapeutes en premier et les dentistes. D'accord. Et le fait est que nous n'avons pas de fac dentaire dans toute la région Normandie. Les personnes qui sont formées en tant que dentistes dans notre région, ils viennent soit de Lille, soit de la région parisienne. Et on est passé il y a quelques années par l'ouverture de sièges dans les 2 dernières années de dentaire au Havre et à Rouen pour essayer de répondre à cette problématique de désert médical dentaire. Sauf que force est de constater que ça n'est pas suffisant et qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On a une belle fac de médecine à Rouen. Moi, je propose qu'on ajoute à cette fac de médecine une fac dentaire et qu'on ait des effectifs bien plus importants de dentistes qui soient formés chaque année dans notre territoire et qu'on puisse ensuite les installer dans notre territoire, que ce soit dans l'Eure, dans la Seine-Maritime, dans la Manche, dans l'Orne ou dans le Calvados. D'accord. J'anticipe également sur un dossier qui est lié un peu avec ce que vous venez de dire. Vous avez aussi un peu anticipé sur la décision gouvernementale lorsque vous faisiez les louanges en début d'année de la prochaine remise à plat de la formation professionnelle et de la réforme de l'apprentissage qui est actuellement bien remise à plat, contre laquelle se tient pourtant vent debout Hervé Morin et David Marguerite. C'est plié ou il reste encore quelques espaces de négociation pour revenir sur des points qui achoppent un peu là actuellement ? Alors, est-ce qu'on va privatiser la formation et l'apprentissage ? Je ne sais pas pourquoi vous parlez de tout privatiser, on ne privatise pas la formation. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'aujourd'hui la formation et l'apprentissage, ça ne fonctionne pas bien. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre beaucoup plus que les branches puissent avoir un rôle plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont reprendre à leur compte la formation. Non, les entreprises vont être partie prenante. Elles vont proposer d'ouvrir des formations, de former des formations qui sont plus adaptées à leurs besoins. Aujourd'hui, ce sont les régions qui décident et entre le moment où une région décide et au moment où les besoins sur le marché se font sentir, il se passe un délai de plusieurs mois, plusieurs années qui fait qu'on perd en efficacité. Donc nous, on dit il faut qu'on aille vers le système le plus efficace possible. Et pour ça, il faut renforcer le rôle des branches et il faut revoir la manière dont les régions interviennent sur ces sujets-là. Alors moi, je comprends le président de région Normandie qui dit « Oui, mais vous m'enlevez des prérogatives, donc j'ai pas le droit. Évidemment, je vais pas être content. » Je dis « Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez avoir le plus de prérogatives possible et remplacer le président de la République ou vous voulez que ce soit efficace ? Moi, je pense que son rôle, ça doit être que ce soit efficace. C'est bon pour son territoire et c'est bon pour notre pays. Là, vous êtes à la pointe, puisque c'est un dossier qui vous a interpellé et vous êtes dessus depuis plusieurs mois. Il y a eu une visite il n'y a pas très longtemps d'Anne-Marie Hydrac qui est venue à Rouen pour observer un peu comment marchaient nos véhicules autonomes, parce que ça y est, c'est lancé, c'est la fameuse Zoé. L'objectif, c'est quoi ? Donc, après les essais du mois de juin, c'est de laisser des voitures circuler sur un circuit de 10 km, c'est un circuit fermé sur Rouen. Alors, il y a 3 boucles, en fait, qui sont sur la zone de Saint-Étienne-du-Rouvray, du campus du Technopôle du Madrier. Et en fait, donc les voitures circulent déjà sans passagers, avec un chauffeur. Et donc, dans quelques semaines, dans quelques jours, on mettra des passagers en plus du chauffeur pour tester la faisabilité et la pertinence des voitures autonomes, pour s'intégrer dans le trafic. Donc, contrairement à ce qui se passe dans d'autres villes du monde ou en France, où d'habitude on teste des voitures autonomes dans des circuits fermés, là on sera avec le trafic. Donc ça permet de gagner en compétences sur le sujet et pour voir et pour anticiper cette révolution que va être la voiture autonome, la voiture électrique. Sans chauffeur, selon la loi, c'est pas possible en France. C'est aujourd'hui pas possible, mais nous allons dans le cadre de dispositifs législatifs qui seront prises dans les prochaines semaines, on va permettre des expérimentations en ayant validé un certain nombre de points de sécurité et des compétences que certaines voitures pourront ne plus avoir de chauffeur à l'intérieur du véhicule, mais ce sera transposé à l'extérieur du véhicule. Donc ça, ce sera l'objet de dispositions législatives qui sont prises dans les prochaines semaines. Les assurances, c'est compliqué.
Oui, mais justement, la Matmut est partenaire S'il y a un accident, du test. qui est Ah mais ça c'est responsable? ça c'est si vous voulez c'est des choses qui se font, qui D'accord. s'apprennent et c'est d'ailleurs pour ça que la Matmut est partenaire de cette expérimentation avec Renault, avec d'autres acteurs sur la métropole de Rouen, sur le technopôle du Madrier, pour justement apprendre à mieux anticiper les éléments. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les choses doivent évoluer, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de chauffeur, la responsabilité, elle n'est plus liée à un conducteur, elle est liée soit à une machine, à une intelligence artificielle, donc au créateur de cette intelligence artificielle, soit au constructeur qui a conçu le véhicule, si c'est un problème mécanique. Okay. Un événement, on va parler de l'attractivité de Rouen, parce que c'est quelque chose en ce moment dont on parle beaucoup. L'un des événements majeurs qui survient l'année prochaine, c'est l'Armada. Absolument. Vous y serez sans doute? Bah évidemment, oui. C'est j'ai même été plus loin parce que j'ai même invité le président de la République. D'accord. Qui y sera? Ah bah, il est déjà passé, je crois. Il est passé où avant de voir les bateaux? Ah oui, ça c'est pour les grandes voiles, mais je l'ai invité par courrier et il m'a dit qu'il ferait son possible pour venir. Après, vous imaginez bien qu'un président de la République, 1 an et demi avant, il ne sait pas exactement ce qu'il fera, sachant qu'il y a aussi les 75 ans de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, donc il y aura un événement en Basse-Normandie pour célébrer ça, et l'Armada, c'est du 6 au 16 juin 2019, c'est juste après, dans la continuité, donc il pourrait tout à fait en profiter pour venir jusqu'à Rouen et inaugurer l'événement, pourquoi pas. Sportif, je crois que vous l'êtes un peu, football également, à Rouen, donc on en a parlé récemment avec Jonas Haddad sur cette antenne. Oui. Un énorme gâchis, Quevilly qui est pratiquement en rade en Ligue 2, une fusion avortée, des égos, des querelles de clochers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un vrai club représentatif de la métropole et de la région Haute-Normandie, enfin de l'ancienne région Haute-Normandie? Alors ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a 2 clubs. On a le FCR et QRM, Quevilly Rouen Métropole et Football Club de Rouen. Les 2 équipes sont en mauvaise posture dans leurs ligues respectives. National 3 et Ligue 2. Il y a eu une volonté à un moment de faire un grand club métropolitain, sauf que je pense qu'on s'y est pas pris de la bonne manière. Et du coup, le projet a évidemment avorté. Maintenant, il y a 2 clubs qui existent. Je pense que les 2 clubs ont vocation à exister, à continuer d'avoir leurs activités. Il n'y a pas de fusion? Je pense que le contexte n'est plus à la fusion. D'accord. Le débat, ça c'était le débat d'avant. Maintenant, le débat, c'est plus ça. Le débat, maintenant, c'est est-ce que le FCR a les capacités de pouvoir jouer dans son club et dans son stade comme il pouvait le faire avant. Il y a eu ces débats ces dernières semaines, puisque à un certain nombre de reprises, le stade Dionchon n'a pas été accessible pour le FCR. Alors que moi, c'est quand même le stade historique du club FCR. Il doit pouvoir accéder sans aucune contrainte à son stade. D'accord. Donc, et QRM doit pouvoir continuer sa vie, comme le souhaite le président de la métropole, j'imagine. Donc les 2 clubs doivent coexister. Et puis voilà, la fusion a été ratée parce que peut-être qu'on s'y est pris comme des pieds, je sais pas. Mais toujours est-il que maintenant, il y a 2 clubs et il faut que les 2 clubs puissent vivre leur vie du mieux possible. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les problématiques politiques, de fusion avortée, etc., ça a eu qu'un effet négatif sur le sportif. Et c'est quand même dommage parce qu'on devrait tout mettre en fonction des résultats sportifs et de l'ambition qu'on veut donner sportivement au club. Très bien. Enfin, tout n'est pas perdu pour Quevilly, il reste encore 2 journées. Et donc 6 points à prendre. Merci Damien Adam d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver, on vous le rappelle, cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Merci à vous. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.